Ce héros combat seul un dragon gigantesque, le terrassant avec une rapidité étonnante. Bien que sa puissance soit si formidable qu'il puisse mépriser ses ennemis, il possède néanmoins une limitation majeure, une seule et unique. Il ne possède qu'une seule marque. Dans ce monde, le système des marques est clairement divisé en 4 catégories distinctes. La première est la marque de création. La deuxième est la marque d'amélioration de puissance. La troisième est la marque d'amélioration des attaques à distance. Et enfin, considérée comme la plus puissante de toutes, se trouve la quatrième marque, parfaitement adaptée au véritable combat magique. Dès l'instant de sa naissance, chaque individu doit accepter la marque prédéterminée qui lui est attribuée. Et celle-ci ne peut absolument pas être modifiée. Madi refusa d'accepter cette prédestination et décida de renaître pour recommencer sa vie. Pour Mati, ce fut un choix véritablement révolutionnaire. Il pensait que s'il ne pouvait obtenir une marque digne de ce nom dans cette existence, il en revendiquerait assurément une dans la prochaine. C'était sa conviction profonde. Et comme il l'avait souhaité lors de cette renaissance, il ne possédait pas seulement une quatrième marque, mais il avait également conservé tous les souvenirs de sa vie antérieure. Bien que son origine actuelle fût quelque peu modeste, ne provenant pas d'une famille prestigieuse, il considérait cela comme un simple détail mineur, incapable d'éclipser la grande signification de cette nouvelle opportunité qui s'offrait à lui. Mais en arrivant dans la ville, Mati réalisa que quelque chose n'allait pas du tout, car la quatrième marque qu'il connaissait autrefois était devenue la plus faible de cette ère, n'étant plus aussi puissante qu'avant. Avant même de pouvoir enquêter davantage, il découvrit immédiatement une présence anormale, quelque chose de gigantesque que les gens appelaient un monstre, une créature terrifiante. Le transporteur de marchandises, qui souriait encore un instant auparavant, fut soudainement pris de panique lorsqu'un tigre apparut juste devant ses yeux. Avant qu'il ne puisse reprendre ses esprits, la bête était déjà vaincue, le laissant si stupéfait qu'il ne put que rester bouche bée, complètement abasourdi par la scène. Après cet incident, Mati arriva à la capitale impériale, toujours émerveillé par sa splendeur. Dans une forge, une jeune fille suppliait le forgeron de réparer son épée. La raison en était que l'épée s'était brisée alors que la jeune fille tentait de protéger quelqu'un, un acte de bravoure. Mais lorsque le forgeron apprit qu'il s'agissait d'une épée magique, il se retrouva impuissant car ses compétences n'étaient absolument pas suffisantes pour une telle tâche. Pourtant, la jeune fille insistait toujours, suppliant avec ferveur. Madi se tenait à proximité, admirant la qualité des armes exposées, tandis que de l'autre côté, la conversation entre la jeune fille et le forgeron restait tendue, pleine d'incertitudes. Finalement, la boutique refusa catégoriquement car après tout, reforger une épée magique était une tâche bien trop ardue. La jeune fille ne renonça pas, décrivant obstinément chaque détail de l'arme, mais sans un sortilège approprié, c'était une entreprise complètement impossible à réaliser. À ce moment précis, Madi prit la parole affirmant qu'il pouvait le faire. Bien que la marque à 4 étoiles de Madi ne fût pas du tout adaptée à cette tâche, avant même qu'il ne puisse s'en vanter, il fut déjà critiqué et jugé comme étant totalement inutile. Cependant, la jeune fille lui fit tout de même confiance, allant même jusqu'à lui confier une pierre précieuse à utiliser, ce que Madi trouva très intéressant, car il était rare que quelqu'un accorde si facilement sa confiance à un parfait inconnu de cette manière. Il pensa que si la jeune fille continuait d'être aussi insouciante, elle risquait un jour de se faire escroquer. En attendant, ils s'assirent pour discuter. La jeune fille se présenta comme Alma, et la raison pour laquelle elle avait quitté sa maison était qu'elle ne voulait absolument pas être forcée à un mariage arrangé par sa famille, une situation qu'elle refusait. Madi partagea également son identité. La jeune fille espéra son aide, puis lui prit la main. Ne s'arrêtant pas là, une autre jeune fille extrêmement belle apparut également. Peut-être que dans sa vie antérieure, il n'avait jamais connu l'amour. Alors dans cette vie, chaque fois qu'il se retrouvait face à de jolies filles, il se figeait complètement, incapable de réagir. Son expérience de combat était riche, mais son expérience romantique était absolument nulle, rendue encore plus compliquée lorsque la jeune fille nommée Luri sembla également confuse par sa présence, allant même jusqu'à déclarer qu'elle était toujours célibataire, ce qui le laissa perplexe. Avant que Madi ne puisse y réfléchir davantage, l'épée fut achevée. Il suggéra immédiatement d'utiliser une pierre magique pour la terminer plus rapidement, ce qui stupéfia absolument tout le monde autour de lui. Grâce à sa vaste expérience, il compléta facilement le sortilège, une prouesse que personne d'autre en cette ère ne pouvait réaliser. L'arme était si tranchante qu'un simple effleurement pouvait couper une table en deux, incitant le forgeron à inviter Madi à rester et à collaborer avec lui. Mais il déclina l'offre. Au lieu de cela, il rejoignit tout le monde pour passer l'examen de compétences, ne s'attendant absolument pas à ce que l'autre jeune fille participe également à ses côtés, une surprise inattendue. Pendant l'épreuve, Alma se plaignit du sujet tactique, et tous les trois promirent de réussir cet examen. Grâce à l'épée enchantée, Madi vainquit aisément le professeur sans la moindre difficulté. Grâce à cela, l'autre jeune fille obtint également un score élevé tandis que Madi continuait de démontrer ses capacités, à tel point que l'examinateur dut personnellement en être témoin après avoir entendu dire qu'il pouvait lancer des sorts, une prouesse rare. Il s'avéra que cet examinateur était une vieille connaissance du père de Mati, venu tester ses capacités. Mati sentit qu'il voulait le ménager, alors il décida d'utiliser toute sa force, sans retenue aucune. Le résultat stupéfia tout le monde lorsqu'il put combattre à égalité et même forcer le capitaine de l'escadron de nuit à admettre sa défaite. Les deux jeunes filles qui l'accompagnaient étaient folles de joie. Vint ensuite l'épreuve de la flèche de feu, une nouvelle étape. Luri fut la première à passer l'épreuve. Elle utilisa des enchantements magiques qui n'avaient besoin que d'être récités avec la bonne commande pour fonctionner. Mais sa faiblesse résidait dans sa capacité extrêmement médiocre à transformer le pouvoir magique, rendant son application difficile dans un véritable combat, une lacune notable.
Mati pensa qu'une telle capacité aurait dû être abandonnée, mais tout le monde ici la louait grandement. Inversement, sa marque était considérée comme inutile, ce qui le poussa à prouver le contraire. Il libéra un orbe magique capable de détruire la cible entière, choquant tout le monde et obtenant la reconnaissance qu'il avait réussi l'examen avec brio. Par la suite, tous les trois s'inscrivirent à l'école. Madi était toujours épris de Luri. Chaque fois qu'il la voyait, ses yeux s'illuminaient, ce qui poussait Alma à le taquiner gentiment. La cérémonie d'entrée eut lieu avec le directeur, un vieil homme taciturne qui ne fit qu'un bref discours avant de s'en aller sans plus de cérémonie. De manière inattendue, il convoqua Mati pour un entretien privé, le faisant craindre d'être renvoyé dès le premier jour. Mais lors de la rencontre avec le conseil, le directeur l'interrogea sur la façon dont il avait vaincu le capitaine de l'escadron de nuit et souhaita le recruter pour l'école, une proposition surprenante. Il révéla également que la magie sans pensée, perdue depuis fort longtemps, n'était désormais qu'en la possession de Madi, et il voulut lui demander de l'enseigner. Madi accepta, devenant un conférencier malgré lui, choquant les étudiants qui le prenaient pour un démon, une créature maléfique. Mais grâce à ces méthodes, beaucoup de ceux qui ne pouvaient pas utiliser la magie auparavant le pouvaient désormais. Alma et Luri étaient fiers, tandis qu'il était curieux de savoir pourquoi la magie sans pensée avait été perdue. Lors d'une séance d'entraînement, il tint la main de Luri pour lui transmettre du pouvoir magique, utilisant l'excuse du soutien mais saisissant en réalité l'occasion d'un contact physique, un geste audacieux. Grâce à cela, elle put utiliser la magie sans penser plus facilement. En seulement un mois, il avait formé de nombreux étudiants, et maintenant son école était sur le point d'avoir une confrontation majeure avec la meilleure académie, un défi de taille. Leurs adversaires étaient de puissants étudiants nobles. Chaque fois que l'école classée deuxième avait une chance de l'emporter, l'école classée première déployait ses cartes secrètes, des atouts cachés. Madi reconnut quelqu'un qui possédait une puissance magique 10 fois supérieure à la sienne, surprenant ainsi les deux jeunes filles, qui furent sidérées. Cette personne se moqua de Madi, le traitant de quelqu'un avec une marque inutile, et les professeurs de la première école étaient confiants de gagner pour la 65e fois consécutive. Madi découvrit que la personne qui se tenait devant lui était en réalité un démon déguisé qui avait même falsifié sa marque pour infiltrer l'académie, un acte de tromperie. La bataille commença, les autres chargeant en avant mais étant rapidement vaincus. Le démon était particulièrement malveillant, lançant un sort pour attaquer Madi mais tombant dans un piège astucieux. Il fut contraint de révéler son identité démoniaque devant tout le monde, et par là, Madi prouva que c'était les démons qui avaient causé la perte de la magie sans pensée, une révélation choquante. Afin d'affaiblir les humains, ils avaient infiltré l'Académie Noble pour minimiser l'importance de la magie de la quatrième marque. Mati décida de les éliminer, ne leur permettant pas de continuer à faire des ravages, tout en prouvant également que la quatrième marque n'était absolument pas inutile, mais au contraire très puissante. Il s'avéra que la raison pour laquelle la magie sans pensée avait été perdue était à cause de la race démoniaque. Il comprit que dans sa vie antérieure, il avait jadis repoussé la race démoniaque, mais il semblait qu'il y avait encore un secret bien caché derrière tout cela, une vérité à découvrir. L'armée resta vigilante devant le cadavre du démon. Luri remarqua que Madi était indemne mais courut tout de même vers lui, inquiète pour sa sécurité et le couvrant d'affection. Néanmoins, Madi fut toujours très loué par tout le monde pour avoir réussi à éliminer le démon, un exploit remarquable. En cette ère, les capacités humaines étaient extrêmement faibles, à tel point que le simple fait de vaincre un seul démon suffisait à obtenir des éloges et des félicitations. Par la suite, il fut convoqué au palais pour rencontrer le roi en personne. Le roi comprit clairement que Madi avait accompli un grand exploit, il voulut donc lui conférer un titre et son propre territoire. Cependant, ce n'était absolument pas ce que Madi désirait, alors il déclina l'offre dès le début, sans hésitation aucune. Le roi reconsidéra, réalisant que si cette affaire était annoncée au public, cela provoquerait facilement la panique parmi le peuple, car l'infiltration était déjà une source de grande inquiétude. Au lieu de cela, le roi suggéra de lui offrir une épée magique gravée de sorts, mais par pure coïncidence, c'était précisément la même épée qu'il avait forgée et inscrite plus tôt, un fait étonnant. Remarquant l'attitude indifférente et quelque peu ennuyée de Madi, le roi lui demanda s'il désirait autre chose. Saisissant l'opportunité, il demanda rapidement le droit d'utiliser les ressources du donjon, y compris les pierres magiques et les filons minéraux rares, des trésors inestimables. C'étaient des choses pour lesquelles les nations se battaient, mais à une époque où la connaissance magique avait considérablement décliné, les humains ne comprenaient pas pleinement leur importance capitale. Le roi accepta immédiatement, exactement comme Mati l'avait méticuleusement planifié, tout se déroulait selon ses prévisions. Ensuite, le roi s'enquit de ceux qu'on appelait les enfants de la race démoniaque. Ils étaient apparus mais avaient mystérieusement disparu, y compris certains qui occupaient des postes importants, comme l'ancien capitaine de l'escadron de mages. Un fait troublant. Il était fort probable qu'ils fussent des démons déguisés. Il est à noter que ces enfants existaient depuis des centaines d'années, ce qui indiquait que les démons s'étaient enracinés dans le royaume il y a bien longtemps. Mati eut du mal à accepter cette hypothèse, car dans sa vie antérieure, il les avait poussés au bord de l'extinction, une vérité qu'il connaissait. Peut-être que, pendant la période de sa réincarnation, les vestiges de la race démoniaque s'étaient intégrés à l'humanité pour survivre, puis avaient progressivement répandu des idées magiques déformées, entraînant ainsi un affaiblissement progressif des humains au fil du temps, une stratégie insidieuse. Néanmoins, Mati affirma qu'il y avait encore de l'espoir. Cependant, la situation devenait de plus en plus critique. Une fois découverts, les démons n'avaient plus besoin de se cacher et étaient prêts à utiliser toute leur puissance pour détruire ce royaume, sans la moindre hésitation. Il prédit qu'ils ne pourraient pas encore se rassembler immédiatement par manque de cohésion,
mais le temps pressait terriblement. Par conséquent, il proposa de couvrir la capitale impériale d'une barrière gigantesque en utilisant des reliques divines, tout en mobilisant la deuxième académie pour qu'elle se rassemble dans un délai d'1 mois afin d'accomplir le rituel nécessaire. En outre, Mahdi recommanda également de propager la magie sans penser pour retrouver la puissance perdue. Le roi donna à Mehdi pleine autorité pour agir. Le roi lui fournit quelques matériaux de base, mais les ingrédients rares devaient impérativement être trouvés dans le donjon, un défi supplémentaire. Bien sûr, pour pénétrer dans cet endroit, une arme appropriée était absolument nécessaire. Étonnamment, sa vieille épée de sa vie antérieure apparut ici. Pour lui, ce n'était qu'un simple prototype. Mais en cette ère, elle était considérée comme un véritable trésor royal, d'une valeur inestimable. De plus, il prit un collier qu'il avait lui-même créé, tout cela constituant un équipement parfaitement adapté à la chasse dans le donjon. Avant de partir, il retourna à l'académie pour vérifier la situation. Les étudiants avaient recommencé à apprendre la magie sans penser, mais changer les anciens concepts devait encore se faire progressivement, avec patience. À ce moment précis, Luri et Alma vinrent le chercher, exprimant leur choc en apprenant que Mati avait l'intention d'entrer seul dans le donjon. Après mûre réflexion, toutes deux crurent qu'y aller en groupe serait plus sûr et plus efficace, alors elles proposèrent de l'accompagner, sans hésiter. Initialement, Mahdi pensa qu'elle refuserait, mais étonnamment, toutes deux étaient prêtes à l'accompagner, seulement inquiètes de devenir un fardeau. Cependant, pour Mahdi, cela était bien trop simple. Il prépara rapidement des armes pour elle et guida patiemment leurs compétences de combat, avec une grande expertise. En démontrant ses compétences, il les stupéfia toutes les deux. Alma était à la fois intéressée et préoccupée, craignant de ne pas pouvoir être à la hauteur. Mahdi la rassura et l'encouragea, soulignant qu'avec sa marque mineure à 2 étoiles, sa compatibilité avec le rôle d'archer était extrêmement élevée, un atout majeur. En entendant ces éloges, Alma devint immédiatement plus joyeuse. Pendant ce temps, Luri était particulièrement curieuse de la magie des sorts. Mahdi expliqua en détail, la rendant encore plus intéressée, le suppliant de lui enseigner sur le champ sans attendre. Grâce à cela, une équipe officielle fut formée, avec Mahdi assumant le rôle d'avant-garde. Tandis que les deux jeunes filles apporteraient leur soutien depuis l'arrière, les trois entrèrent rapidement dans le donjon. Fort de sa riche expérience de sa vie antérieure, Mahdi contrôla aisément la situation, allant même jusqu'à attirer proactivement des monstres pour servir de cible d'entraînement aux deux autres. Une stratégie efficace. Alma fut initialement hésitante, mais grâce à des conseils patients, elle gagna progressivement en confiance et abattit des monstres. Par la suite, il continua à lui enseigner des compétences avancées, rendant ses flèches encore plus précises et puissantes, un véritable progrès. Luri apprit à créer et à utiliser des sorts. Grâce au mentorat de Mahdi, toutes deux firent des progrès rapides et remarquables. Elles purent même se coordonner parfaitement pour éliminer des monstres de haut niveau au 10e étage, une prouesse qu'elles n'auraient jamais imaginé possible. Témoin de cela, Mati était satisfait mais aussi conscient que le chemin à parcourir réservait encore de nombreux défis. Par conséquent, il décida de se reposer un moment pour former ses coéquipières, tout en s'aventurant personnellement plus profondément dans le donjon afin de rechercher des matériaux rares et de repousser ses propres limites, une quête solitaire. Au 25e étage, là où même la légendaire équipe de 30 personnes avait jadis eu du mal à progresser, Mati descendit directement seul. Au fond du donjon, d'innombrables monstres puissants apparurent, mais il les élimina facilement et affronta le boss, un gigantesque serpent blanc, une créature redoutable. Avec sa force actuelle, un seul coup de poison pouvait être fatal, mais au lieu de battre en retraite, Mati apprécia le combat. Une seule entaille ne fit que couper une parcelle d'écaille, rendant le monstre encore plus frénétique et furieux, une réaction attendue. Alors il déchaîna toutes ses véritables compétences, augmentant sa puissance magique pour renforcer son épée, puis porta un coup fatal décisif tranchant la tête du serpent, provoquant une résonance qui ébranla le donjon tout entier, un impact colossal. Les deux jeunes filles étaient toujours inquiètes pour lui. Mati retourna ensuite auprès de ses deux coéquipières, se vantant nonchalamment d'avoir juste vaincu un petit serpent de compagnie. Après avoir quitté le donjon, le groupe arriva rapidement à la guilde des marchands sans perdre de temps. Ils furent immédiatement scrutés par de nombreux regards, car la deuxième académie était désormais le centre de toutes les attentions, en grande partie grâce aux nombreux étudiants, en particulier ceux de première année, qui sous la direction directe de Mati avaient continuellement réussi à chasser des monstres, un succès retentissant. Cette fois-ci, les trois vinrent vendre des matériaux. Pourtant, il y avait encore des gens qui pensèrent que la marque à 4 étoiles était inutile, clairement peu disposés à mettre à jour leurs informations, une ignorance persistante. Ce n'est que lorsque Mati apporta la tête de serpent géante à l'endroit que toute la guilde marchande fut choquée et stupéfaite, encore plus sidérée, lorsqu'elle découvrit que Mahdi pouvait non seulement utiliser la magie, mais aussi posséder de nombreux autres types de magie rares. Une révélation incroyable. Puis il continua à sortir une pierre magique gigantesque qui fit tomber la mâchoire de tout le monde. Pour les autres, ce n'était pas différent d'un trésor inestimable. Mais aux yeux de Mati, ce n'était qu'une petite pierre, pas encore digne d'être qualifiée de super énorme, loin de là. En fait, pour créer une barrière complète, il faut une pierre magique bien plus grande. Mais comme il l'avait chassée lui-même, ce n'était pas un gros problème pour Mati. Il lui suffisait de retourner en chercher quelques autres, sans la moindre difficulté. Le véritable problème était que la guilde des marchands n'avait actuellement pas assez d'argent pour acheter de tels matériaux terrifiants. En d'autres termes, ils avaient presque épuisé leurs actifs. Après calcul, ils ne pouvaient ne payer que 750 pièces d'argent, une somme dérisoire.
Par la suite, le groupe décida de le diviser équitablement en 3 parts. Initialement, les 2 autres avaient l'intention de refuser, pensant que cet argent n'avait pas été directement gagné par elles. Mais ensuite, elles se dirent « Pourquoi ne pas le prendre si c'est de l'argent, après tout ?» Juste à ce moment-là, Maji sentit soudainement une énergie inhabituelle, décidant immédiatement qu'il devait retourner à l'académie sans plus attendre. Tandis que les 2 compagnons ressentirent également clairement la violente fluctuation magique à cet endroit précis, un signe alarmant. Il s'avéra que 2 démons avaient ciblé la 2e académie. Ils cherchèrent la personne qui avait tué leur compagnon, croyant toujours avec confiance que les humains étaient encore faibles. Maji réalisa rapidement que leur force était supérieure à celle du démon qui avait été éliminé auparavant, une menace grandissante. Sachant que ses coéquipières auraient du mal à faire face, il se leva immédiatement pour prendre ses responsabilités. Pour empêcher les 2 autres de le gêner, Mati leur assigna la mission de retourner à l'académie pour la défendre, empêchant ainsi les démons de s'infiltrer, une tâche cruciale. Puis il apparut proactivement pour affronter l'ennemi, sans attendre qu'il ne frappe les premiers. Cependant, les attaques ordinaires pouvaient à peine blesser les démons, le forçant à utiliser des améliorations et des renforcements, une nécessité absolue. La bataille éclata rapidement, les 2 camps sondant tout en lançant des attaques, mais les démons étaient originellement arrogants, fiers de leur propre force, ne prenant pas la peine de beaucoup parler et attaquant directement avec une magie puissante et dévastatrice. Pour Maji, ces attaques n'étaient que des échauffements. Il pouvait même absorber le pouvoir magique des techniques de l'adversaire et le transformer en force pour lui-même. Il comprenait la nature du démon, toujours à mépriser les humains. Juste une petite provocation et il montrerait immédiatement des ouvertures, rendant la contre-attaque facile et efficace. Après avoir tenu bon un certain temps, Mati décida de battre en retraite selon sa stratégie, tandis que sa coéquipière Archer s'était préparée à l'avance, attendant juste l'opportunité de lancer des tirs précis qui affaibliraient considérablement la force de l'ennemi, un plan bien orchestré. Comme prévu, un démon fut séparé pour que les 2 jeunes filles s'en occupent, tandis que le plus fort affronta directement Maji. Il lança avec confiance une magie de zone d'effet, mais grâce à sa riche expérience de sa vie antérieure, Maji la neutralisa facilement et contre-attaqua immédiatement avec son épée, le blessant et le rendant doublement furieux, une riposte cinglante. Bien qu'il ait tenté de se téléporter pour s'échapper, il échoua et fut finalement gravement blessé par l'épée de Maji. Au moment où il s'apprêtait à l'achever, le démon tendit étonnamment un piège, mettant temporairement Maji en désavantage, le forçant à s'engager dans un combat direct à l'épée, une ruse inattendue. Mais en réalité, il était si effrayé qu'il pensait à s'échapper. Mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, il fut frappé par la technique de choc électrique de Maji, tombant inconscient lorsque son pouvoir magique fut complètement épuisé, une défaite totale. Heureusement, Maji le découvrit à temps, car si on l'avait laissé seul, il aurait pu créer davantage de monstres. Pendant ce temps, les 2 jeunes filles combattirent en reculant, tirant continuellement des flèches et des sorts qui déconcertaient l'ennemi, l'éliminant finalement avec succès. Quand tout fut terminé, ils furent loués par le peuple, tandis que Maji comprenait clairement que les ennuis n'avaient pas encore cessé. Par la suite, le groupe fut convoqué par le roi pour des récompenses. Mais les récompenses n'étaient que de vieilles choses sans valeur, même des objets que Maji avait déjà jetés auparavant, des babioles insignifiantes. Il s'en moquait. Son seul objectif était d'éliminer les démons. Et si possible, plus il y avait de donjons, mieux c'était. La surprise des gens augmenta lorsqu'ils apprirent que c'était tout ce qu'ils demandaient, tandis que les 2 autres jeunes filles conservèrent leur nature pragmatique, heureuses tant qu'il y avait de l'argent, une attitude bien différente. Juste à ce moment-là, Maji sentit une autre énergie étrange, arrêtant immédiatement la cérémonie de récompense et allant trouver celle qui était cachée. Il découvrit rapidement un œil magique dissimulé et le détruisit sans la moindre hésitation, un acte décisif. La voix d'un démon que l'on croyait être l'ancien capitaine de l'escadron des mages retentit immédiatement. Mati analysa que les démons avaient saisi toutes les informations des humains et sentit également qu'à un endroit lointain, il y avait une forte réaction magique, très probablement un village qui avait été détruit et était maintenant devenu une base démoniaque, un foyer d'activité maléfique. Il décida d'aller s'en occuper personnellement. Cependant, le chemin à parcourir était vraiment très long, et bien que sa magie de téléportation ne soit pas encore tout à fait suffisante, le fait qu'il puisse l'utiliser surprit encore davantage le directeur de la seconde académie. Mais malgré cette situation, il leur fallait tout de même dénicher un moyen de transport adéquat pour un si long voyage. Tandis que le directeur s'apprêtait avec un enthousiasme débordant à affronter les démons, Maji, lui, s'éclipsa discrètement, car il n'avait à l'origine aucune envie de s'impliquer outre mesure. Il prit la décision de trouver son propre moyen de transport, ce qui incita les 2 jeunes filles à le suivre avec une curiosité non dissimulée. Maji, de son côté, commença à s'inquiéter en percevant la faible énergie d'une créature qui lui était étrangement familière, avant d'atteindre finalement l'endroit précis. Et là, sous leurs yeux ébahis, apparut un dragon gigantesque capable de cracher des flammes ardentes. En réalité, il s'agissait d'un dragon noir, une créature légendaire qui, selon les mythes anciens, avait jadis anéanti des royaumes entiers, tandis que les 2 jeunes filles étaient absolument terrifiées. Maji, lui, le considérait simplement comme un animal de compagnie, car ils se connaissaient tous 2 depuis leur vie antérieure. Cependant, le dragon, ayant manifestement oublié sa signature énergétique unique, tenta aussi d'attaquer en utilisant son redoutable souffle draconique. Contre toute attente, Maji le dissipa avec une facilité déconcertante, dévoilant ainsi la véritable forme de la créature.
Finalement, lorsqu'il reconnut l'individu qu'il avait jadis vaincu par le passé, il se mit à trembler de terreur, baissant humblement la tête pour présenter ses excuses, ce qui laissa les deux jeunes filles encore plus stupéfaites. Maddie, sans perdre un instant, alla droit au but, lui demandant expressément de servir de moyen de transport, car à ce moment précis, la magie de téléportation était malheureusement limitée, et ils avaient impérativement besoin d'un véhicule capable de voler. Bien que manifestement réticent, le dragon, se souvenant que Maddie l'avait jadis sévèrement corrigé, n'osa absolument pas manifester la moindre mauvaise humeur, si ce n'est que ses ailes étaient désormais complètement en lambeaux, un triste spectacle. Il s'est avéré qu'après la réincarnation de Maddie, ce dragon, disons peu futé, avait été impliqué dans un accident absolument effroyable, percutant de plein fouet un réacteur nucléaire. Cet événement catastrophique avait entraîné l'anéantissement pur et simple de nombreuses nations, et c'était d'ailleurs la raison principale pour laquelle la civilisation humaine avait connu un tel déclin, se retrouvant dans son état actuel. Le dragon espérait ardemment que ses ailes puissent être soignées. Maddie tenta alors d'utiliser la marque à 4 étoiles pour une séance de thérapie. Bien que la récupération ne fût pas absolument parfaite, c'était amplement suffisant pour lui permettre de voler à nouveau. Par la suite, le dragon accepta de maintenir son identité secrète, se retournant ensuite pour saluer les deux jeunes filles avec une certaine déférence. Finalement, le groupe, après être monté sur le dos du dragon, s'envola majestueusement dans le ciel, ressentant une excitation absolument palpable. Le seul hic, c'est que le dragon avait l'intention de voler en respectant les normes d'une épée divine, c'est-à-dire à une vitesse absolument terrifiante, capable de tuer n'importe quel être humain. Heureusement, Maddie parvint à l'arrêter juste à temps, lui intimant de voler à une allure plus modérée. Une fois qu'ils eurent posé le pied dans le village entièrement détruit, Maddie passa immédiatement à l'action pour éliminer un démon qui montait la garde sur une tour en ruine, visiblement en poste. Il perçut rapidement le flux magique familier qu'il avait déjà détecté précédemment dans la zone du château, tout en estimant que cette entité ne représentait pour lui qu'une menace somme toute mineure. Cependant, ce qui capta bien plus son attention fut la présence d'une autre entité, bien plus redoutable encore, et potentiellement capable de contrecarrer l'ensemble de ses plans. Alors qu'il était encore en pleine analyse de la situation de manière tout à fait surprenante, Iris manqua de le percuter de plein fouet. Elle avait en effet complètement perdu le contrôle de sa trajectoire de vol et avait violemment heurté la paroi de la tour. Il faut dire que cela faisait plus de 5000 ans qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'utiliser ses compétences d'atterrissage. Suite à cet incident pour le moins inattendu, le groupe pénétra à l'intérieur de la tour. Maddie établit sans tarder une ligne de communication télépathique afin de maintenir un lien constant avec ses coéquipiers. Non content de cela, il remit également à Luri un cercle magique tout à fait spécial, insistant sur le fait qu'il devrait impérativement prendre l'initiative pour saisir les meilleures opportunités d'attaque. Au début, les deux jeunes filles estimèrent que cette approche était bien trop téméraire, mais avec une assurance inébranlable et des arguments particulièrement persuasifs, Maddie parvint à leur faire comprendre que la puissance qu'elles détenaient désormais surpassait de très loin celle qu'elles avaient eue auparavant, et qu'elles étaient tout à fait capables de faire face à la situation. En s'enfonçant davantage, le groupe pénétra dans une pièce particulièrement spacieuse. À cet endroit précis, Maddie demanda aussitôt à chacun de garder le silence le plus absolu, car l'ennemi employait un type de sortilège qui avait pour effet de réduire considérablement le flux magique, dissimulant de ce fait entièrement sa présence. Afin de l'identifier sans tarder, il demanda si l'un d'entre eux pouvait percevoir quelle zone de la pièce présentait une densité magique anormalement basse. Luri, sans hésiter, désigna promptement un coin obscur du mur. Immédiatement, Maddie lança un sort de dissipation puissant, provoquant la disparition instantanée du charme de dissimulation et révélant ainsi la véritable forme du démon. Le plus amusant dans cette situation, c'est que l'ennemi, avec une confiance inébranlable, était toujours persuadé de n'avoir pas été découvert et continuait d'agir en se fiant entièrement à son déguisement sans la moindre méfiance. Alma dégaina son arc, décochant une flèche qui fila droit vers la tête de l'ennemi, le plongeant dans un choc extrême. Il était en effet convaincu que son déguisement d'invisibilité était absolument parfait. Malgré cela, il se moqua et pensa que la personne qui se tenait devant lui ne pouvait absolument pas être le véritable Maddie, car les renseignements dont il disposait indiquaient clairement que le jeune homme se trouvait à ce moment-là dans la capitale, incapable de se déplacer avec une rapidité suffisante pour être présent en ces lieux. Immédiatement, le démon se rua à l'attaque contre Maddie. Pendant ce temps, ce dernier se contenta de faire un signe silencieux à ses coéquipiers pour qu'ils se mettent en position, se préparant ainsi à continuer de décocher des flèches sans relâche. Frappé sans relâche par une multitude de flèches, le démon commença peu à peu à perdre ses repères et à être désorienté. Il avait en effet reconnu la présence d'un étrange pouvoir contenu dans ses projectiles. Maddie révéla alors que tout cela était le résultat direct du cercle magique qu'il avait confié à Luri un peu plus tôt. Ce cercle transformait les flèches en de véritables vecteurs d'un poison magique, lequel avait pour effet de perturber le flux magique interne de l'adversaire. Ce poison s'accumulait progressivement, lui faisant perdre toute sa flexibilité, brouillant sa vision et rendant l'intégralité de son corps extrêmement lourd. Ne voyant aucune échappatoire possible, l'ennemi fut contraint d'employer une compétence démoniaque de la dernière chance nommée Malheur. Il s'agissait là d'un rituel particulier qui permettait d'échanger sa propre vie contre l'acquisition d'une forme gigantesque dotée d'une force considérablement supérieure. Cependant, la durée d'efficacité de cette transformation était extrêmement brève. Dans ce nouvel état de puissance, il s'apprêtait à attaquer les deux jeunes filles, mais fut stupéfait de découvrir que les cibles qui se trouvaient devant lui n'étaient en réalité que de pures illusions, un effet secondaire du poison magique. Au moment précis où il était plongé dans la confusion, Alma l'acheva sans attendre d'une flèche mortelle, tirée en plein dans la tête. Avant qu'il ne disparaisse complètement, Maddie lui fit ses adieux en prononçant son véritable nom. La vérité fut alors révélée. Il avait jadis été le capitaine de l'ancienne association des mages, mais s'était désormais transformé en un redoutable démon. Par la suite, Maddie donna pour instruction aux deux jeunes filles de rester en compagnie d'Iris, tandis que lui-même s'avançait résolument pour affronter le tout dernier démon. Pour se préparer à cette confrontation, il écrasa plusieurs pierres magiques, déclenchant ainsi une libération massive de monstres, ce qui força l'ennemi à se révéler au grand jour. Comme on pouvait s'y attendre, un démon qui se dissimulait habilement dans la brume se manifesta. Dès le tout début de l'affrontement, il prit l'avantage, se ruant sur Maddie et lui tranchant net le bras gauche. Il exigea alors que Maddie choisisse lui-même la manière dont il allait mourir.
Il s'agissait en réalité d'un piège astucieusement tendu par Madi bien avant l'affrontement, ayant méticuleusement préparé un sort de régénération à l'avance. Il rattacha instantanément son bras à sa position initiale, tout en expliquant que, sous couvert de simuler un désavantage, il avait en fait opportunément lancé un sort d'analyse. Cela lui avait permis de saisir et de comprendre toutes les informations cruciales concernant la magie de son adversaire. Le démon pris de panique réalisa avec effroi qu'il avait été grossièrement dupé. Madi, sans laisser passer cette opportunité inespérée, brandit son épée et la fit s'abattre pour trancher le poignet de son adversaire. La lame, imprégnée au préalable d'un poison magique, généra un effet de destruction dévastateur, faisant ainsi comprendre à l'ennemi qu'il s'agissait là du même type de sortilège empoisonné qui avait déjà été employé pour le vaincre. En désespoir de cause, il se vit contraint d'employer une toute nouvelle compétence, une version améliorée et plus puissante du sortilège de malheur. Bien que cette version fût indéniablement plus forte, l'issue demeura identique car cette capacité exigeait la vie même de son utilisateur comme prix ultime à payer. Lorsqu'il activa cette compétence, l'intégralité de la zone fut instantanément enveloppée d'une brume épaisse et opaque, masquant toutes les directions et dissimulant entièrement sa position. Fort de son expérience au combat et de sa préparation minutieuse, Madi parvint à la dissiper avec une rapidité impressionnante. Il révéla alors que le sortilège dont le démon était affligé ne se contentait pas de provoquer un chaos magique généralisé, mais le contraignait également à absorber un excès de magie provenant de l'environnement, ce qui allait inévitablement mener à une explosion dévastatrice. En conséquence directe, son corps explosa avec une violence inouïe au moment même où la pierre magique était détruite, laissant derrière elle une autre pierre gigantesque à son emplacement. Juste au moment où l'affrontement prenait fin, Luri descendit en toute hâte du dos d'Iris, poussant des acclamations joyeuses pour le féliciter de sa victoire. Madi annonça avec un calme olympien que la pierre qui venait tout juste d'apparaître était en réalité une veine de dragon. En se basant sur les sorts complexes inscrits sur cette veine draconique, il en déduisit que l'objectif ultime du démon était d'utiliser ce lieu précis pour forger une armée colossale de monstres, dans le but avoué de détruire la capitale et l'intégralité de ses habitants en une seule et unique offensive décisive. Bien que les deux jeunes filles aient manifesté une certaine inquiétude, Madi les rassura en leur expliquant qu'après l'explosion, le point d'apparition des monstres s'était déplacé d'environ 10 km. La tâche immédiate consistait donc à obtenir le soutien indispensable des étudiants restants afin de prévenir une attaque de grande envergure. Sans plus attendre, ils firent immédiatement demi-tour pour regagner l'académie et rendre compte de la situation au directeur. Sur le chemin du retour, Iris interrogea Madi sur ce qu'elle devrait faire à l'avenir s'il venait à partir. Madi lui suggéra alors d'expérimenter une magie de métamorphose afin de pouvoir se transformer en être humain. Iris réussit effectivement cette transformation et se métamorphosa en une magnifique jeune fille aux cheveux roux, entièrement nue, car elle n'avait de toute sa vie jamais porté le moindre vêtement humain. Madi, esquissant un sourire, lui proposa alors de rejoindre l'académie en tant qu'étudiante d'échange, une idée plutôt originale. Au début, Iris manifestait une certaine hésitation, mais sous l'effet de sa persuasion insistante, elle finit par donner son accord. Cette nuit-là, le groupe remit l'intégralité du butin de guerre au directeur. Ce dernier fut non seulement surpris, mais aussi passablement inquiet à l'idée que si cette situation perdurait, il finirait par épuiser complètement les trésors du royaume. Cette fois-ci, au lieu de réclamer une quelconque récompense, Madi formula une toute autre requête. Il souhaitait ardemment qu'Iris puisse intégrer l'académie en tant qu'étudiante d'échange. Le directeur, après réflexion, accepta, mais posa une condition sine qua non. Elle devrait impérativement réussir l'examen d'entrée en obtenant d'excellents résultats. Madi accepta sans la moindre hésitation, demandant seulement au directeur de superviser personnellement et directement l'examen. L'objectif était de s'assurer qu'Iris maîtriserait parfaitement son pouvoir, évitant ainsi tout dommage potentiel à l'académie. Le jour suivant, l'examen débuta comme prévu. Dans la section théorique, Iris échoua lamentablement car elle ne possédait absolument aucune connaissance des études ou de la culture humaine. En revanche, dans la partie pratique, les résultats furent diamétralement opposés. Lors de l'épreuve de combat à l'épée, bien qu'elle manie l'arme avec une certaine maladresse, un seul coup de poing lui suffit pour projeter son adversaire avec une force incroyable jusqu'au plafond de la tour. Cela amena le directeur à se demander sérieusement si la jeune fille qui se tenait devant lui était réellement un être humain ou non. Lors de la section de test de sort, Iris exécuta une magie d'une puissance excessive, provoquant 2 explosions consécutives. Mais étonnamment, elle ne parvint toujours pas à détruire la cible visée. À la 3e tentative, et suivant les conseils avisés de Madi, elle invoqua un sortilège d'une puissance absolument terrifiante qui anéantit l'intégralité du terrain d'entraînement ainsi que toutes les cibles qui s'y trouvaient. Finalement, le directeur n'eut d'autre choix que de l'accepter en tant qu'étudiante d'échange spéciale, malgré tout. Quelque temps après, Madi pénétra dans le donjon, là où les étudiants de la seconde académie s'affairaient à extraire les minéraux indispensables à l'édification d'une barrière protectrice. C'est à cet endroit précis qu'une vérité pour le moins préoccupante lui fut alors révélée, le laissant songeur. La seconde académie ne comptait pas suffisamment d'étudiants porteurs de la marque de gloire, ce type de marque étant pourtant considéré comme le plus efficace pour le raffinage des minéraux. La raison en était que la première académie détenait un monopole quasi absolu sur cette précieuse ressource. En apprenant cela, Madi demanda aussitôt s'il existait la moindre possibilité de collaborer avec la première académie pour l'effort de construction de la barrière protectrice. Le directeur déclara avec une franchise désarmante que les relations entre les deux académies étaient, depuis fort longtemps déjà, complètement fracturées et semblaient même irréparables. Néanmoins, pour le bien supérieur de la capitale, il se disait toujours disposé à faire appel directement au roi si la situation l'exigeait véritablement. C'est précisément à cet instant que le directeur de la première académie fit son apparition dans le bureau. Il exprima sans détour son vif mécontentement d'avoir été convoqué de manière si abrupte. Adoptant une attitude des plus arrogantes, il afficha un mépris évident et traita le directeur de la seconde académie comme s'il s'agissait d'un simple subordonné. Le directeur lui rappela aussitôt et fermement qu'il n'existait absolument aucun système hiérarchique établi entre les différentes académies. Cependant, Fakis persista avec une obstination déconcertante à affirmer que la seconde académie était intrinsèquement inférieure, citant leurs échecs répétés lors des tournois précédents, alors que la première académie, elle, détenait invariablement l'avantage. Devant une telle démonstration d'arrogance, le directeur choisit d'ignorer délibérément toutes les provocations. Il se contenta de plaider avec insistance pour obtenir son soutien indispensable à l'édification de la barrière, essentielle à la protection du royaume tout entier.
Mais comme on pouvait s'y attendre, Fakis refusa catégoriquement, niant avec une persistance obstinée toute légitimité. Il alla même jusqu'à considérer la récente victoire de la seconde académie lors du tournoi comme totalement dénuée de valeur, prétextant une interférence démoniaque. Ironiquement, le démon qu'il évoquait n'était en réalité nul autre que l'un de ses propres étudiants. Dans cette atmosphère particulièrement tendue, Madi prit la parole, proposant de réorganiser entièrement le tournoi inter-académie. Selon sa proposition, la partie perdante devrait impérativement se conformer aux exigences formulées par les vainqueurs. Cette idée fit accepter Fakis, mais il posa une condition stricte. Madi et ses amis ne pourraient absolument pas y prendre part. Bien que le directeur manifesta une certaine inquiétude, Madi donna son accord avec une fermeté inébranlable, et le match fut donc programmé pour se dérouler 2 jours plus tard. Lorsque le jour de la compétition arriva, un nombre considérable d'étudiants de la première académie, arborant des marques d'une puissance extraordinaire, firent leur entrée dans l'arène, tandis que la seconde académie ne comptait que 5 participants, un contraste frappant. Parmi ces 5 participants, leur marque se composait d'une seule marque d'échec, de 2 marques ordinaires et de 2 marques de soutien. En observant cette composition, Fakis éclata de rire, considérant la situation comme une simple plaisanterie et proclamant avec assurance que la victoire lui était d'ores et déjà acquise. Cependant, dès que le match débuta, la situation se révéla être diamétralement opposée. Les étudiants de la seconde académie balayèrent leurs adversaires avec une facilité déconcertante, car ils lancèrent une attaque proactive et immédiate, tandis que les étudiants de la première académie prenaient encore un temps précieux à réciter leur sort pour activer leur magie, un désavantage fatal. Il s'est avéré que la première académie n'acceptait que la méthode traditionnelle de récitation des sorts, alors que la seconde académie, grâce aux enseignements novateurs de Madi, avait maîtrisé la technique de lancement de sorts sans aucune récitation. Cela conduisit à une victoire absolument convaincante et éclatante pour la seconde académie. Cependant, Fakis refusa catégoriquement de reconnaître le résultat de l'affrontement. Il prétendit avec dédain que les étudiants de la seconde académie n'étaient en rien différents de bêtes sauvages et insista sur leur indignité. Le directeur rétorqua aussitôt et avec force qu'il était inacceptable de nier le talent d'un étudiant sous prétexte de simple différence. Fakis, demeurant obstiné dans son refus, exigea une preuve irréfutable par le biais d'un autre match et demanda personnellement à Iris d'y prendre part. Elle refusa, arguant qu'elle ne possédait aucune arme. Madi suggéra alors de lui confier l'épée du directeur, une proposition inattendue. Avant de la lui remettre, Fakis l'examina avec une minutie extrême, concluant qu'il ne s'agissait là que d'une épée tout à fait ordinaire, allant même jusqu'à la qualifier avec dérision de simple ferraille. Mais lorsque Iris dégaina l'épée, elle la plia avec une facilité déconcertante, comme s'il s'agissait d'un vulgaire jouet en plastique. Fakis perdit alors complètement son sang-froid, s'exclamant avec fureur qu'elle était un véritable monstre, en tout point semblable aux autres étudiants de la seconde académie. Ne s'arrêtant pas à cette invective, le directeur interpella Fakis, lui demandant pourquoi il ne permettait pas à ses propres étudiants de pratiquer les techniques de magie sans récitation, alors même qu'il s'agissait d'un ordre direct émanant du roi, visant à renforcer l'ensemble du royaume. À cette question directe, Fakis répondit avec une désinvolture choquante qu'il se contentait de suivre scrupuleusement les principes éducatifs établis par le royaume, qu'il ignorait purement et simplement les marques communes, et déclara même avec une audace stupéfiante qu'il n'avait absolument pas à se soucier des ordres de sa majesté. C'est à cet instant précis que le roi, qui observait discrètement la scène depuis la tour de la reine, s'avança. Il était absolument furieux et ordonna sans délai à ses gardes d'arrêter Fakis pour haute trahison, une accusation des plus graves. Alors qu'il était traîné sans ménagement, il ne cessa de proférer des malédictions à l'encontre de la seconde académie, jurant une vengeance implacable. Le roi ordonna ensuite à la première académie de collaborer étroitement avec la seconde académie et contraignit leurs étudiants à maîtriser la compétence de magie sans récitation, une révolution. Madi et ses coéquipiers s'enfoncèrent profondément dans un donjon, avec pour objectif de localiser une pierre magique gigantesque, mesurant approximativement 70 cm de diamètre. La méthode la plus réalisable pour acquérir une telle pierre consistait à invoquer un monstre en ayant recours à la magie, une tâche périlleuse. Avant de procéder à cette invocation, Madi fit s'entraîner le groupe en les confrontant à d'innombrables monstres de niveau intermédiaire. Il observa attentivement et évalua chaque individu en se basant sur sa capacité à maîtriser son propre pouvoir. Finalement, ils parvinrent à obtenir une pierre tout à fait appropriée à leurs besoins. Madi demanda à Luri d'installer un cercle magique tout autour de la pierre, puis il intima à Iris de transférer une portion de l'énergie draconique à l'intérieur. Cependant, Iris, par inadvertance, en transféra une quantité excessive, ce qui eut pour conséquence l'invocation d'un dragon gigantesque, une erreur de taille. Un combat d'une férocité inouïe éclata sans le moindre délai. Madi donna pour instruction à Iris d'employer le langage draconique afin de provoquer la créature, la qualifiant de lézard divin, une insulte des plus cinglantes. La colère du dragon le poussa à concentrer toute son attention sur elle, offrant ainsi une opportunité précieuse à Luri d'améliorer les flèches destinées à être tirées par Alma. Cependant, la puissance absolument terrifiante de la bête rendit les premières attaques totalement inefficaces. Madi, malgré tout, ne baissa pas les bras, demandant à chacun de continuer à contenir l'ennemi avec acharnement pendant que lui-même mettait en place de nombreuses formations magiques complexes sous la surface du sol. Dans un moment des plus périlleux, Iris parvint à sauver in extremis Luri et Alma d'un coup mortel, puis elle déploya toutes ses forces pour terrasser le dragon. Cependant, la créature répliqua aussitôt avec sa technique ultime, le souffle draconique dévastateur, une attaque redoutable. Madi avait astucieusement mis en place une formation miroir pour lancer une contre-attaque, mais le plan faillit bien échouer lorsque Iris ne put se retirer à temps et chuta dans un trou qu'elle avait elle-même involontairement créé. Face à cette situation critique, Madi érigea une barrière protectrice pour la mettre à l'abri, encaissant ainsi de plein fouet l'intégralité de l'explosion. La situation semblait des plus périlleuses, mais il survécut, ne se révélant au grand jour qu'à cet instant précis. Grâce à leurs efforts conjugués et coordonnés, le groupe parvint à extraire la précieuse pierre magique du corps du dragon. Après cette victoire éclatante, Madi invita officiellement Iris à intégrer leur groupe d'aventure, une proposition de taille. Ayant obtenu le consentement enthousiaste d'Alma et de Luri, elle accepta avec une joie non dissimulée. Cependant, étant donné qu'Iris se trouvait désormais sous sa forme humaine, Madi fut contraint de concevoir un entraînement tout à fait spécial pour qu'elle puisse s'adapter à cette nouvelle condition. Il alla même jusqu'à endommager une partie du terrain d'entraînement, afin qu'Iris puisse s'exercer, apprenant ainsi à courir sans jamais trébucher.
Lors du tout premier défi, elle eut pour mission de protéger une carapace de tortue posée sur sa tête, tandis qu'Alma, de son côté, utilisait son arc pour décocher des flèches. Luri, quant à elle, fut chargée de la confection de nouvelles armures et armes, notamment une armure à 8 couches conçue pour résister à des niveaux magiques variés et intenses. Une fois cette tâche achevée, Alma testa le nouvel arc tandis qu'Iris s'exerçait avec une lance dépourvue de lame afin de s'adapter pleinement à sa force surhumaine. Tout se déroula parfaitement, exactement comme prévu dans le plan. Maddie commença alors à penser que le moment de son départ de l'académie approchait inéluctablement. De multiples types de démons firent leur apparition simultanément, se regroupant en hordes menaçantes dans l'intention d'envahir la capitale du royaume. Pour faire face à cette menace imminente, le directeur avait lancé une vaste campagne visant à ériger une barrière magique protectrice, destinée à recouvrir l'intégralité de la capitale. La mission assignée aux autres groupes d'étudiants consistait à protéger les frontières de la ville contre la menace grandissante des démons, tandis que Maddie et son propre groupe, accompagnés de quelques autres étudiants triés sur le volet, étaient chargés de la collecte des ressources encore disponibles, une tâche cruciale. Peu de temps après, Alma et Luri signalèrent à Maddie des signes d'apparition de démons dans une zone bien précise de la ville. Immédiatement, Maddie identifia la cause comme étant un type de téléportation appelé route magique. Puis il confia aux jeunes filles la tâche de gérer cette situation, tandis que lui-même se concentrait pleinement sur l'achèvement de l'invocation de la barrière protectrice. Suivant scrupuleusement les instructions reçues, Alma, Luri et une autre étudiante se dirigèrent sans tarder vers l'emplacement qui leur avait été signalé. À leur arrivée sur les lieux, elles eurent la surprise de découvrir une porte magique s'ouvrant majestueusement dans le ciel, un spectacle impressionnant. Bien qu'aucun démon n'eût encore fait son apparition, toutes les trois suivirent néanmoins la directive de Maddie, préparant méticuleusement des flèches fabriquées à partir de matériaux spéciaux, spécifiquement conçus pour les affronter. Simultanément, Luri se vit confier la tâche cruciale de sélectionner les sorts et les cercles magiques les plus appropriés à la situation. Initialement pleine de doutes, elle parvint néanmoins à améliorer les flèches avec succès et les tendit à Alma. Cette prouesse laissa la jeune étudiante qui les accompagnait absolument stupéfaite par les capacités impressionnantes du groupe de Maddie. C'est alors que le tout premier démon émergea de la porte et fut rapidement terrassé par Alma, grâce à un tir d'une précision chirurgicale. Un deuxième démon fit son apparition. La flèche d'Alma ne se révéla pas suffisamment puissante pour l'anéantir, mais Luri, sans la moindre hésitation, dégaina aussitôt son épée et trancha son corps en deux parties égales. Peu de temps après cet événement, la porte magique se referma d'elle-même. Les trois jeunes filles célébrèrent leur victoire avec une grande exubérance, car c'était la toute première fois qu'elles parvenaient à éliminer des démons sans l'assistance directe de Maddie. Cependant, leur joie fut de courte durée car elles perçurent un flux magique absolument colossal émanant du cœur même de la capitale, les contraignant à y retourner sans délai. Lorsqu'ils se retrouvèrent, Maddie rassura ses coéquipiers, leur demandant de ne pas s'inquiéter outre mesure. Cette source magique, expliqua-t-il, provenait d'une forme améliorée de la route magique, qui impliquait le sacrifice d'un démon pour permettre des téléportations sur des distances considérablement plus longues. Étant donné qu'aucun démon ne se portait jamais volontaire pour un tel acte, il sélectionnait habituellement le plus faible d'entre eux comme sacrifice. Maddie prédit également qu'une toute nouvelle porte s'ouvrirait très prochainement au sein de la seconde académie, et il donna pour instruction aux jeunes filles de tenter de contenir les démons jusqu'à ce qu'il ait achevé l'édification de la barrière protectrice. Immédiatement après, Iris fit son apparition, apportant avec elle 40 boîtes mystérieuses destinées à soutenir le processus de lancement des sorts magiques. Pendant ce temps, Alma et Luri se virent remettre une quantité considérable de pierres magiques, que Maddie avait fait préparer par le directeur en prévision de la situation. Cependant, Luri demeurait profondément inquiète. Elle savait que s'ils échouaient à invoquer les sorts défensifs nécessaires, les conséquences seraient absolument incommensurables et désastreuses. La prédiction ne tarda d'ailleurs pas à se réaliser. Une porte magique s'ouvrit soudainement et de manière inattendue juste au-dessus de l'académie. Des démons déferlèrent lançant des sorts pour attaquer les étudiants. Heureusement, l'un des pièges fut activé à temps pour les arrêter. Sur ordre du directeur, certains élèves contre-attaquèrent immédiatement avec de la magie, mais aucun ne toucha sa cible. Alma continuait de tirer des flèches, mais les démons les interceptaient et les brisaient. À ce moment-là, Luri se concentrait sur un cercle magique complexe avec lequel elle n'avait aucune expérience. Le processus prenait beaucoup de temps, forçant Alma et les autres étudiants à former une ligne défensive pour gagner du temps. Dans ce moment de tension extrême, Luri craignait qu'en cas d'échec, tous perdent la vie. Auparavant, elle avait toujours réussi grâce au conseil de Maddie, mais à présent, elle était totalement livrée à elle-même. Mais alors, les encouragements de ses coéquipiers lui insufflèrent un nouveau courage, l'aidant à devenir plus déterminé. Finalement, Luri réussit à créer une flèche magique et la donna à Alma. Celle-ci la tira immédiatement vers le démon. Bien qu'il ait esquivé, Alma se précipita en avant, guidant la flèche pour transpercer le cœur de l'adversaire. Juste après, les autres étudiants achevèrent également leur sort, détruisant le démon. Mais la joie s'évanouit rapidement. Un démon plus puissant apparut, lançant une magie destructrice qui étourdit les étudiants tout en anéantissant la tanière protectrice de Maddie. Sans ce mur, l'espoir semblait s'éteindre. Cependant, Alma retint toujours résolument le démon pour permettre à Maddie d'achever le rituel. Luri se tenait à ses côtés, prête à affronter chaque vague de démons. Juste au moment où la situation devenait critique, Maddie revint. Il abattit rapidement un démon, puis offrit deux choix. Soit les démons mourraient en suppliant, soit ils mourraient dans la honte. Ne laissant pas à l'adversaire le temps de réagir, Maddie exécuta sa technique d'épée, éliminant tous les démons menaçant la capitale. Après la bataille, Maddie retrouva ses coéquipiers. Le groupe le félicita pour cette victoire extraordinaire. Il déclara modestement que le succès était dû à l'épée forgée par Luri, ainsi qu'à la défense courageuse d'Alma. Ensuite, ils retournèrent à la veine du dragon, où Maddie plaça la pierre magique, activant avec succès la barrière protectrice de la capitale.
Néanmoins, il avertit que le danger n'était pas terminé. La puissance magique des démons abattus s'était infiltrée dans la veine du dragon, provoquant l'approche d'une armée encore plus puissante. De l'horizon, des groupes de monstres apparurent, mais furent rapidement vaincus par les pièges et les sorts continus des étudiants. Étonnamment, 3 monstres géants surgirent, mais sous les mains de Mati et de ses coéquipiers, ils tombèrent également un par un. Mais alors, la plus grande calamité, nommée le dévoreur du vide, apparut, engloutissant les cadavres de monstres pour grandir. Cette bête géante n'était pas destinée à fournir des matériaux précieux, alors Mati ordonna à Luri de graver un cercle magique sur la pierre, la forçant à évoluer sous la forme d'une créature mythique. Une bataille décisive eut lieu et finalement, grâce à une coordination étroite, le groupe blessa gravement le monstre, permettant à Mehdi de porter le coup de grâce, lui tranchant la tête. Une fois la poussière retombée, Mati informa le directeur qu'il prévoyait de quitter l'académie, partant à la recherche de veines de dragons dispersées à travers le monde. Le directeur comprit clairement que Mati avait largement dépassé les capacités de formation de l'académie, mais il ne fut pas expulsé. Au lieu de cela, le directeur lui accorda une bourse spéciale, lui permettant de revenir à tout moment sans obstacles administratifs du royaume. C'était aussi une opportunité pour l'académie de faire rayonner sa réputation grâce à ses exploits. Mati accepta l'offre. Ses compagnons étaient attristés à l'idée de se séparer. Mais alors le directeur étendit les mêmes conditions aux 3 jeunes filles. Sans hésitation, elles acceptèrent de continuer l'aventure avec Madi. Finalement, le directeur et les étudiants se rendirent à la porte pour faire leurs adieux au groupe. De là, un nouveau voyage commença à se dérouler devant eux. La prochaine destination du groupe était Meltia, la cité donjon, une ville construite directement au-dessus d'un gigantesque donjon aux centaines de niveaux profonds. Cette information rendit immédiatement Madi curieux, car dans ses souvenirs de sa vie antérieure, il n'avait jamais entendu parler de l'existence de cet endroit. Bien que Luri ait noté que le voyage prendrait plusieurs jours, Iris et Madi affirmèrent fermement qu'il ne leur faudrait qu'un après-midi, car ils prendraient un raccourci à travers la forêt connue pour être le repère de nombreuses bêtes dangereuses. Les légendes racontaient également que dans cette forêt existait un monstre d'une intelligence supérieure, et ce détail suscita un intérêt particulier chez Mati. Après un long voyage à travers la forêt sombre, le groupe décida de s'arrêter et de se reposer. Madi proposa de chasser seul pour éviter d'épuiser leurs réserves de nourriture. Suivant les traces de pouvoir magique, il remarqua que les monstres de la forêt se déplaçaient de manière organisée, ce qui lui fit croire qu'ils suivirent les ordres d'un être supérieur. Mati déduisit immédiatement que le chef de la meute pouvait être le monstre légendaire. Peu après, il fut soudainement pris en embuscade par un singe blanc, qu'il maîtrisa facilement. Il retourna rapidement auprès des filles et leur montra la carcasse de l'animal. Luri le reconnut immédiatement comme un singe, un animal réputé pour son intelligence. Cependant, elle n'exclut pas la possibilité que ce soit la créature mentionnée dans la légende de la forêt. De plus, Madi avait chassé un sanglier géant pour préparer un repas. Cela étonna Alma et Luri car elles n'avaient jamais goûté ce type de viande. Mais finalement, toutes deux acceptèrent d'essayer une fois. Ensuite, Luri utilisa la magie pour créer une marmite, tandis qu'Iris donna un puissant coup de poing à un tronc d'arbre pour obtenir du bois de chauffage. Alma se chargea de la cuisine, ayant l'intention de préparer une soupe de sanglier. Mais cet effort tourna rapidement au désastre. La marmite de soupe explosa car elle avait ajouté une épice étrange trouvée dans la forêt. Au final, le groupe dut manger de la viande de sanglier rôti. Néanmoins, Alma insista toujours pour que tout le monde goûte sa soupe. Mais même l'instinct de dragon noir d'Iris ne put le supporter. Juste après une gorgée, elle vomit tout. Après le repas, ils continuèrent leur voyage. Madi remarqua que la magie draconique cachée dans le corps d'Iris effrayait les monstres, les poussant à l'éviter. Cet avantage les aida à atteindre rapidement Melkia avant la nuit. Lorsqu'ils mirent le pied dans la ville, le groupe fut étonné par le paysage délabré. Un lampadaire magique spécial attira leur attention en raison du flux d'énergie inhabituel qui en émanait. À ce moment-là, un habitant les avertit de ne pas s'approcher trop près, car ces artefacts explosèrent souvent soudainement et avaient coûté la vie à 10 personnes rien que l'année dernière. Effectivement, peu après, la lampe explosa juste sous leurs yeux. Heureusement, le groupe fut seulement surpris et indemne. Un marchand local expliqua alors que le seigneur de Melkia avait interdit l'utilisation de pierres magiques pour l'énergie, car celle-ci constituait l'exportation la plus précieuse de la ville. Au lieu de cela, ils extrayaient l'énergie directement de la veine du dragon. Mati lui demanda alors si la faible population ici était liée à la politique du seigneur. Le marchand le confirma et révéla également qu'au 10e étage du donjon se trouvait une bête extrêmement puissante. Le seigneur avait dépêché la plupart des aventuriers pour s'en occuper, mais aucun n'était revenu vivant. Ensuite, le groupe se rendit à la guilde des aventuriers pour demander un permis d'investigation du donjon.
Cependant, la réceptionniste les informa qu'ils avaient besoin de l'approbation du Seigneur, ce qui signifiait que Melkia était entièrement sous la domination dictatoriale d'une personne incompétente. Pour obtenir un permis, il devait accomplir des missions spéciales servant les intérêts personnels du Seigneur. À ce moment-là, une autre réceptionniste se précipita, demandant si quelqu'un connaissait la magie de guérison, car de nombreux aventuriers venaient de revenir du donjon avec de graves blessures. En entendant cela, Maji se porta immédiatement volontaire et le groupe fut conduit à l'église de la ville. Ici, ils furent témoins d'une scène tragique. Un nombre immense de blessés alors qu'il y avait trop peu de guérisseurs. Maji réalisa rapidement que la cause était que le Seigneur avait renvoyé la plupart des médecins, les considérant comme un gaspillage des fonds du trésor. Sans hésitation, il commença le traitement. Maji catégorisa les blessures de chaque patient, les marquant avec des pièces de bois. Les nombres plus élevés étaient pour les cas les plus graves, les nombres plus bas pour les blessures mineures. Il demanda à ses compagnons de l'assister selon ce système. Cependant, avant de commencer, le guérisseur principal de la ville intervint, arguant qu'un enfant ne devrait pas s'immiscer. Maji démontra alors sa capacité. Il activa sa marque et guérit immédiatement un patient gravement blessé. Face à cette preuve irréfutable, le guérisseur principal s'inclina en s'excusant et se plaça sous la direction de Maji. Grâce à cela, avec la coopération de tous les patients furent sauvés. Ensuite, le guérisseur principal révéla que le précédent seigneur était mort dans son sommeil, le poste ayant été transmis à un successeur incompétent. Cette information fit que Maji commença à soupçonner que le seigneur actuel était un démon, ne voulant pas rester inactif. Cette nuit-là, dans leur chambre, il écrivit une lettre au directeur demandant la permission du roi d'enquêter plus profondément sur les anomalies à Melchia. La lettre fut soigneusement déguisée pour éviter d'être détectée par les ennemis. Le lendemain matin, le groupe se rendit à l'entrée du donjon. Sa structure fragile leur permit d'entrer facilement. À l'intérieur, ils vainquirent rapidement le monstre qui était censé être la menace de la ville et apportèrent son squelette à la guilde pour réclamer la récompense. Mais la réceptionniste les informa que la récompense ne serait donnée qu'après vérification personnelle du seigneur. Lorsqu'on lui demanda comment ils avaient accompli cela, Maji répondit humblement que le mérite revenait entièrement à l'esprit d'équipe de chacun. Ensuite, utilisant la magie, Maji lut la lettre que la réceptionniste avait envoyée au seigneur. Dans la lettre, elle décrivait les trois filles comme des bêtes, tandis que Maji n'était qu'un guérisseur ordinaire. Dans une autre scène, le seigneur reçut la lettre, montrant un intérêt évident et commença à planifier comment traiter le groupe. Pendant ce temps, Maji et ses amis utilisèrent les trésors restants pour les échanger contre de la nourriture. En quittant le restaurant, ils découvrirent un groupe de personnes les suivant, apparemment les hommes du seigneur. Reconnaissant la situation, Maji décida de démasquer le dictateur qui détenait le pouvoir à Melchia. Maji conduisit le groupe dans une petite allée et activa un sort de télépathie pour communiquer avec les filles. Il les informa qu'elles étaient suivies, puis élabora rapidement un plan pour sonder les intentions de leurs poursuivants. Après avoir récité un sort de déguisement, tout le groupe disparut complètement, laissant les hommes de main déconcertés. Ils se séparèrent immédiatement pour fouiller la zone, jusqu'à ce que Maji et ses amis réapparaissent proactivement devant eux, faisant semblant de demander des directions pour retourner à l'endroit où le groupe séjournait, révélant ainsi accidentellement leur emplacement exact. Maji répondit alors qu'il ne lui avait jamais dit où il logeait, exposant ainsi leur complot. L'un des hommes de main s'élança, saisissant Maji et menaçant de le tuer si le groupe n'obéissait pas immédiatement aux ordres. Maji fit semblant d'être un otage obéissant dans le but d'apprendre tout le plan qu'il cachait. Un autre se vanta que la capture de Maji prouvait qu'il était le plus faible du groupe. Ils profitèrent du fait qu'il avait précédemment soigné des aventuriers blessés à l'église, utilisant cela pour menacer les filles d'obéir aux ordres du Seigneur, ou bien Maji et elle perdraient de la vie. Maji s'ennuyait trop de cette farce et ordonna à Iris de s'en occuper sans utiliser d'armes. En un instant, Iris les vainquit tous facilement avec une force écrasante. Sans aucune difficulté, Maji lança un sort de traque sur les hommes de main pour déterminer le lien entre eux et les ordres du démon. Le lendemain matin, lorsque le groupe se réveilla à l'auberge, Maji rapporta qu'il avait reçu une réponse du roi. Ils partirent rapidement pour un tunnel de mine où ils rencontrèrent le messager royal nommé Ice. Il annonça que l'ordre d'arrêter le seigneur de Melchia, connu sous le nom de Dorji, avait été approuvé. Celui-ci avait commis de nombreux crimes contre le peuple et avait mené des opérations minières illégales dans la ville. Sur ordre du roi, Maji et son groupe pouvaient directement procéder à l'arrestation sous la supervision d'Ai. Acceptant la mission, le groupe se dirigea directement vers ce qui était censé être la dernière cachette de Dorji. À leur arrivée, ils remarquèrent que cette zone était extrêmement lourdement gardée. Maji plaçait toujours une confiance totale dans les capacités de l'équipe. Ils forcèrent le passage, affrontant les fidèles de Dorji. Une série de sorts furent lancés et d'attaques furent menées, mais toutes devinrent inutiles contre la solide barrière défensive que l'Uri avait érigée. Maji déchaîna un éclair qui assomma tous les ennemis en un instant.
Ensuite, ils se dirigèrent directement vers le sous-sol du manoir, où Mahdi sentit clairement la présence de Dorji qui croyait encore avec confiance que ses hommes de main avaient géré la menace. L'apparition soudaine de Mahdi terrifia Dorji. Il invoqua à la hâte des dizaines de subordonnés supplémentaires, mais tous furent rapidement incinérés par Mahdi avec un sort de destruction par le feu. Dorji fut choqué car jusqu'à présent, il avait pensé que Mahdi n'était qu'un guérisseur ordinaire. Aiz lut les autorités et déclara Dorji arrêté par ordre du roi, mais il refusa obstinément de coopérer, déclarant même avec arrogance qu'un enfant ne pouvait pas le priver de sa liberté. Dorji menaça en outre que si quelque chose lui arrivait, un terrible désastre s'abattrait sur la ville de Melkia. Mahdi claqua simplement des doigts, le rendant instantanément inconscient. Aiz s'engagea à escorter Dorji jusqu'à la capitale pour interrogatoire. Mahdi voulait toujours enquêter sur la raison pour laquelle le seigneur avait connu leur plan. Il trouva une lettre partiellement brûlée dans la pièce, contenant des informations sur l'ordre du roi et des détails liés à la corruption à Melkia. Grâce à un sort d'analyse, Mahdi conclut que le cerveau n'était autre qu'un démon. Ce que les démons ciblaient réellement était la veine du dragon, qui était encore plus grande que la veine du dragon de la capitale, et si elle était manipulée avec une magie noire appropriée, elle pourrait provoquer une catastrophe mondiale. Aiz voulut retourner immédiatement à la capitale pour informer le roi quand soudain, le sol trembla violemment. Les démons tentèrent de modifier la structure de la veine du dragon pour leur complot destructeur. Des centaines de monstres grouillaient vers Melkia se préparant à attaquer la ville. Ils n'avaient qu'environ 2 heures pour stabiliser la veine du dragon avant l'arrivée de la horde. En entrant dans le donjon, le groupe découvrit qu'il n'y avait aucun démon ici. Mahdi devina immédiatement qu'il s'était retiré profondément dans les niveaux inférieurs pour poser des pièges. Après avoir trouvé l'emplacement de la veine du dragon cachée derrière un mur, ils sentirent l'aura démoniaque s'en échapper. Mahdi confia aux filles la tâche de restaurer la veine du dragon à son état naturel. Tandis qu'il affronterait directement les démons pour coordonner, il maintint immédiatement un canal télépathique dans lequel Luri était responsable du lancement de la formation magique, tandis qu'Iris et Alma assumaient des rôles protecteurs. Mahdi découvrit le démon cerveau derrière l'attaque. Il utilisait un sort de communication pour échanger des informations avec un autre démon très éloigné. Grâce à cela, il écouta silencieusement tout le dialogue, apprenant de nombreux détails sur leur complot. Lorsque la conversation venait de se terminer, Mahdi se précipita immédiatement en avant, balançant son épée pour attaquer. Le coup fut bloqué par une barrière magique. Il continua à surveiller les instructions que le commandant transmettait à ses subordonnés, réalisant ainsi que leur tactique était conçue pour contrer ceux possédant la 4e marque. Mahdi appela immédiatement Luri pour préparer 2 cercles magiques spéciaux. La bataille continua, le démon lançant continuellement des attaques à longue portée. Mahdi endura patiemment, essayant de prolonger le temps pour recueillir plus d'informations. Il en déduisit que le commandant était celui qui était intervenu auparavant, transformant la 4e marque en un échec. En réalisant que l'adversaire préparait un piège dangereux, Mahdi demanda immédiatement à Luri d'activer le cercle numéro 14 pour neutraliser la puissance du piège, puis continua à activer le cercle numéro 17 pour couper la communication entre le démon et son commandant. Saisissant cette opportunité, il chercha à surcharger la barrière protectrice, créant une violente explosion pour exposer la faiblesse. Cependant, la connexion fut rétablie, amenant le démon à suspecter que Mahdi pourrait être la réincarnation du monstre Gaius. Le commandant le nia, affirmant que c'était impossible car Gaius appartenait à une ère ancienne, et s'il existait vraiment, il les aurait détruits il y a longtemps. Mahdi réalisa que le commandant en savait beaucoup sur sa vie antérieure, le menant à conclure que ce devait être un démon ancien. Le commandant ordonna à son subordonné de se sacrifier, utilisant la technique du malheur pour éliminer Mahdi. Cependant, il déclara publiquement que sa marque lui permettait d'invoquer 5 types de sorts simultanément. Avec juste une série de techniques continues, il décapita le démon, mettant fin à la bataille. Instantanément, tous les monstres créés par la veine du dragon disparurent. De l'autre côté, Alma et Iris avaient également éliminé tous les monstres du donjon. Pendant que Luri restaurait la veine du dragon à son état original, Mahdi tenta de retrouver le démon commandant et découvrit qu'il avait également écouté toute la conversation entre lui et Luri pendant la bataille. Les 2 parties se connectèrent par télépathie. Le chef demanda à Mahdi s'il connaissait son véritable emplacement. Mahdi découvrit seulement qu'il se trouvait près d'un petit village appelé Aïna, ce qui était clairement juste un appât. Par conséquent, il déclara qu'il ne connaissait pas l'emplacement du démon. Après un bref échange, la communication fut coupée. Le groupe décida de camper sous terre, où ils discutèrent sérieusement des plans pour leur prochaine aventure. Cette fois, leur objectif était de traquer le chef démon derrière les événements récents. Lorsque Mahdi découvrit des traces de magie résiduelle laissées par lui, il proposa rapidement un plan pour les utiliser afin de le localiser.
Cependant, pour accomplir cela, ils avaient besoin de l'aide d'un artefact divin préservé par l'alliance de Lugenia, un artefact que Mati lui-même avait créé dans sa vie antérieure. Le groupe avait besoin de l'approbation du roi pour traverser la frontière. Après être parvenu à un accord, le groupe retourna à la capitale. Il leur fallut plusieurs jours de voyage pour atteindre l'académie, un lieu autrefois étroitement lié à eux. Mais la scène devant leurs yeux surprit tout le monde. Toute l'académie était en cours de reconstruction à grande échelle. Grâce aux explications du directeur, ils apprirent que la cause provenait de la nécessité de renforcer le système de défense en prévision de nouvelles attaques du côté des démons. Parce que la construction se déroulait de manière urgente, toutes les classes furent temporairement déplacées à l'académie. Ici, Mati présenta clairement la situation avec le démon dans la mine de Melkia et le plan pour localiser le chef au-delà de la frontière. Après avoir écouté, le directeur accepta d'aider, promettant de demander un permis de passage frontalier au roi en son nom, tout en préparant également des lettres de recommandation à la guilde des aventuriers pour s'assurer que le groupe aurait un soutien supplémentaire en cas de danger. En attendant le permis, Madi et ses amis aidèrent à réparer l'académie, bien qu'Iris ait causé quelques problèmes en effondrant accidentellement plusieurs bâtiments en essayant d'aider. Finalement, le permis fut délivré, leur permettant de mettre le pied dans la zone frontalière. Cependant, à leur arrivée, ils furent stupéfaits de découvrir que la zone était complètement bloquée. La seule condition d'entrée était d'améliorer son rang d'aventurier à la classe A. La solution proposée était de se rendre à la guilde de Lugenia pour passer un test physique afin d'améliorer leurs statistiques. Mati avait également un plan de secours. Si le test échouait, il utiliserait la véritable forme d'Iris comme diversion. Ensuite, le groupe se rendit au siège de la guilde des aventuriers de Lugenia et fut chaleureusement accueilli par le président de la guilde, qui avait été informé à l'avance par le roi. Après avoir entendu leurs raisons, il accepta de les laisser passer le test et désigna un examinateur. Mais comme l'examinateur avait mal au ventre, le remplaçant fut Giaz, un célèbre aventurier de rang S, réputé pour sa sévérité qui avait fait échouer tous les candidats sous sa tutelle. Cela n'intimida pas Mati qui accepta joyeusement le défi. Le match se déroula selon des règles simples. Quiconque était mis au tapis perdait. Giaz affirma qu'il n'utiliserait qu'une épée, sans aucune magie. Mais Madi sentit rapidement l'énorme potentiel magique en lui. Pendant le combat, Madi luttait et observait, réalisant que Giaz utilisait instinctivement la magie d'amélioration sans réciter de sort, ce qui était extrêmement rare. Il apprit même la technique de vol de Madi en plein match. La bataille resta tendue jusqu'à ce que Madi augmente sa puissance, portant un coup décisif qui entraîna la défaite. Après, Giaz demanda franchement comment devenir aussi puissant que lui. Mati le trouva un digne adversaire et lui donna un ancien livre de magie qu'il avait écrit, décrivant clairement des méthodes d'utilisation de la magie sans récitation pour améliorer les capacités physiques. Il affirma même qu'avec une pratique sérieuse, Giaz pourrait le surpasser. Mais Giaz ne croyait pas à la magie, pensant que la récitation ne faisait que distraire. Alors Mati expliqua qu'il utilisait inconsciemment la magie d'amélioration. S'il apprenait à le faire activement, sa puissance monterait en flèche. En entendant cela, Giaz fut enthousiasmé, mais ne put comprendre l'écriture ancienne du livre. Alors il suggéra de persuader Madi de devenir un aventurier de rang S. Mais il refusa, n'ayant besoin d'un rang que pour entrer dans la zone restreinte. La prochaine destination était les grandes plaines de la région de Fukuyu. En entendant cela, Jay fut averti que l'endroit était plein de dangers. De nombreux groupes d'aventuriers avaient disparu, et il offrit son aide si nécessaire. Lors de ce nouveau voyage, le groupe arriva à un point de contrôle où des gardes leur donnèrent une carte en bois, permettant le passage à travers Atrus. Madi remarqua qu'un message caché y était gravé. Utilisant la magie pour le décoder, il découvrit que c'était une menace du côté des démons, signifiant que la ville avait été affectée. Peu après, ils réalisèrent qu'un groupe de bandits était en embuscade sur la colline. Au lieu de combattre, Mati proposa d'utiliser une méthode plus douce. Il mit au point un plan pour éviter d'attirer l'attention. Alma et Luri activèrent un artefact qui émettait un parfum soporifique, submergeant rapidement les bandits. Malheureusement, pendant ce processus, Alma ne put résister à l'effet et tomba dans un profond sommeil. Madi réveilla les deux filles qui étaient dans un profond sommeil pour continuer leur voyage. Cependant, juste avant cela, Iris en avait profité pour taquiner Alma avec une farce espiègle. Elle prit un marqueur et dessina un monocle et une moustache tordue sur le visage de son amie, ce qui semblait extrêmement étrange. Quand elle se réveilla, Alma ne put cacher son agacement, le visage rouge de colère, tandis que tous les autres riaient aux larmes. Lorsque le groupe entra dans la région de Fukia, Luri fronça immédiatement les sourcils car elle sentit clairement la présence d'énergie démoniaque. En un instant, elle détermina qu'il y avait au moins 30 flux d'énergie démoniaque différents cachés aux alentours. Face aux réactions surprises des filles, Madi nota calmement que ces flux magiques avaient été supprimés par un sort spécial, les rendant plus faibles que leur force réelle.
Des démons. La nouvelle stupéfia tout le monde car les démons agissaient rarement en si grands groupes. Mati expliqua alors que ceux qu'ils affrontaient n'étaient pas des démons ordinaires, mais une variante inhabituelle de démons supérieurs. Ils pouvaient se coordonner, utiliser des types de magie distinctifs, et en travaillant en meute, ils masquaient leur manque de force individuelle. Pour cette raison, lorsqu'ils étaient combinés en groupe, la race démoniaque devenait des ennemis extrêmement dangereux, forçant chacun à être prudent. Pendant la reconnaissance, Mati découvrit une entrée secrète menant à un tunnel souterrain qui pourrait leur permettre d'infiltrer la ville. Mais le voyage n'était pas facile. Ce tunnel était soigneusement gardé par de nombreux soldats. Comme le groupe ne voulait pas causer de perturbations, Meiji proposa un plan d'infiltration furtive. Utilisant des compétences uniques, il passa silencieusement à travers d'épais murs, plaçant des charmes de sommeil qui firent tomber les gardes dans le coma sans déclencher d'alarme. Grâce à cela, le groupe entra dans la ville en toute sécurité. En posant le pied au sol, ils furent étonnés de découvrir que les habitants se comportaient étrangement. Tous se déplaçaient mécaniquement, sans émotion, les yeux vides, comme des marionnettes tirées par des ficelles. Mati conclut rapidement qu'ils étaient contrôlés par une magie de contrôle mental appelée magie de stagnation de la pensée. Pour comprendre le vrai plan du démon, le groupe décida de prétendre qu'ils avaient été affectés par le même sort, leur permettant de se fondre dans la masse et d'infiltrer une grande usine où des humains faisaient la queue pour travailler sans relâche comme des esclaves. À l'intérieur, la vérité se révéla progressivement. Les personnes contrôlées extrayaient un minerai appelé rancine, un cristal rare au pouvoir destructeur colossal. Mati expliqua qu'avec seulement une tonne de rancine pure, on pourrait créer une explosion assez puissante pour anéantir un royaume entier. Bien qu'extraire une telle quantité prendrait au moins un siècle, le but des démons était maintenant clair. Ils préparaient un plan destructeur pour l'avenir. À la tombée de la nuit, le groupe décida d'agir. Il devait éliminer tous les démons manipulant la ville, sauvant ainsi les gens et préservant le royaume. Basé sur une carte marquant la position exacte de chaque démon, Maji et tous formulèrent une stratégie méticuleuse. Puisque les démons possédaient une conscience partagée, le groupe dut calculer des pièges à appât et créer une dispersion pour les séparer, puis les éliminer un par un. Le plan fut initié par un signal magique faisant en sorte que les démons se révèlent. Immédiatement, le chef démon ordonna à ses démons de se rassembler et de les encercler. Mais ils ignoraient que leur nombre était progressivement érodé dans l'obscurité alors que Maji et ses coéquipiers en abattaient un après l'autre. En fait, depuis le début, Maji avait soigneusement dissimulé une énorme énergie magique rayonnant de l'âme d'Iris. Au moment décisif, ce signal fut libéré, créant un pilier de lumière brillant avec Iris au centre. Les démons furent attirés, se rassemblant vers elle, ne réalisant pas que c'était un appât. Pendant qu'ils se concentraient sur Iris, le reste du groupe lança une frappe préventive, les abattant dans le chaos. Le groupe plaça aussi des pierres magiques comme l'heure dans toute la ville, faisant croire aux démons que c'était des pièges, diffusant continuellement de fausses informations dans leur réseau de conscience partagée. Pour augmenter le chaos, Maji demanda aux filles de dissimuler leur énergie magique avec des charmes de déguisement, faisant en sorte que les démons perdent complètement leur direction. Après une série d'embuscades, ils avaient éliminé un grand nombre de démons. Cependant, le chef démon découvrit rapidement la vérité lorsqu'un cadavre révéla 2 signaux magiques, prouvant que l'autre n'était pas mort d'un piège mais avait été directement exécuté avec une épée magique. Il changea immédiatement de tactique, ordonnant à tous les démons restants de se concentrer au centre-ville. Là, il déclara à ses subordonnés que l'ennemi essayait seulement de séparer le troupeau car il ne pouvait pas les affronter tous directement en même temps. Comme mesure défensive, il prévoyait d'activer les cristaux de rancune, prêts à détruire toute la ville si nécessaire. Dans cette situation urgente, Gias apparut, s'avançant pour affronter directement le chef démon. Pendant ce temps, Maji, Iris et les autres se chargèrent d'éliminer les forces restantes, permettant à Gias de se concentrer sur le combat en 1 contre 1. La confrontation fut intense, Gias et le chef lançant des techniques mortelles, causant de graves blessures aux 2 camps. Malgré les inquiétudes, Gias empêcha Maji d'interférer. Par l'observation, Maji réalisa que sa force avait été améliorée, prouvant que Gias avait compris les connaissances du livre qu'il lui avait offert. Finalement, Gias gagna en utilisant continuellement la compétence spéciale, extinction de l'acier jumeau. Cependant, cette victoire eut un prix élevé. Chaque coup porté à l'ennemi lui causait aussi une partie de dégâts, son corps se détériorant maintenant. Debout au bord de l'effondrement, Maji le loua abondamment et les filles acclamèrent aussi joyeusement. Maji soignerait rapidement les blessures de Juice, tandis que le groupe d'amis éclatait de joie pour la victoire. Ils ne réalisèrent pas que le chef démon n'avait pas encore été complètement vaincu. Le démon se leva et était sur le point d'attaquer Luri et Alma, mais Maji s'avança pour bloquer ce coup. Il s'avéra que le corps, qui avait déjà perdu sa vitalité, était contrôlé par une magie extrêmement puissante.
Il n'existait que comme un outil pour transmettre un message à Mahdi. C'était une menace du véritable suzerain de tous les démons, aussi celui qui avait ordonné aux sbires que Mahdi avait éliminé dans la mine de Melchia. Il informa que bientôt il briserait le sceau qui l'emprisonnait, et alors il serait complètement renaissant. Après la transmission du message, le corps du démon se dissout rapidement dans le néant. Au même moment, Jas supplia faiblement Mahdi de l'aider. Sans traitement rapide, sa vie prendrait bientôt fin ici. Mahdi utilisa des compétences de guérison pour restaurer sa vitalité. La menace démoniaque avait temporairement pris fin, et tous les habitants de la ville avaient aussi échappé au joug de la magie de contrôle mental. Saisissant l'occasion, Diaz utilisa son autorité d'aventurier de rang S pour prendre le contrôle de tout Fukuya, et dans son premier commandement, il nomma le superviseur de l'usine comme seigneur temporaire. Diaz donna à Mahdi un permis spécial pour entrer dans la zone restreinte de Fukuya, puis le groupe continua son voyage. Quand ils arrivèrent à la nouvelle destination, ils rencontrèrent des ruines légendaires vieilles de milliers d'années, secrètement construites par Mahdi dans sa vie antérieure. Ils s'approchèrent rapidement d'une structure en forme de pyramide, censée être la porte menant au donjon abritant l'artefact divin dont il avait besoin. Mahdi faillit révéler le secret de sa réincarnation lorsqu'il mentionna accidentellement qu'il avait lui-même construit ces ruines. Cependant, il déplaça habilement le sujet vers le déverrouillage de la pyramide. Le groupe entra dans le donjon et se sépara pour chercher des trésors perdus. Mahdi concentra le pouvoir magique pour le transmettre au cœur du sceau magique, visant à libérer l'artefact sacré. Luri revint avec une épée légendaire créée à l'origine par Mahdi dans le passé. Il raconta qu'il avait passé de nombreuses nuits blanches à la forger juste parce qu'il voulait qu'elle ait l'air majestueuse, mais oublia de la jeter avant de se réincarner. Alma revint ensuite aussi avec une lance géante. Elle pensa qu'Iris pourrait l'utiliser, mais parce que sa puissance était si terrifiante, faisant tout évaporer autour d'elle, le groupe décida de la mettre de côté. Iris revint avec une boîte de nourriture qui avait été scellée dans le donjon pendant 5000 ans, bien au-delà de sa date de péremption, et quand elle fut ouverte, la puanteur la fit s'évanouir immédiatement. Mahdi acheva de briser le sceau et de libérer l'artefact qui était une machine de traçage capable de déterminer précisément l'emplacement de toute créature ou divinité dans le monde, n'ayant besoin que de magie résiduelle ou de traces distinctives de la cible. Pour l'opérer, Mahdi utilisa un morceau de la raffinerie de pétrole de Fukuya, et après analyse, le résultat apparut rapidement. Le chef suprême de la race démoniaque était aussi le cerveau derrière l'opération minière de Melchia et l'usine de Fukuya, le tout servant le plan d'exploitation des ressources minérales pour détruire toute l'humanité. Mahdi examina aussi la pierre magique contenant des traces du démon qu'il avait obtenu dans le donjon de Melchia, mais la machine surchargée et l'information qui apparut le stupéfia. Il s'avéra que le sceau liant cet être était sur le point d'être détruit, et son nom était Zolidias, un ancien démon possédant une puissance terrifiante au-delà de la capacité actuelle du groupe à y faire face. Même Mahdi, portant la connaissance d'un archimage légendaire, ne put trouver aucune méthode pour gagner. La raison pour laquelle Zolidias fut scellé était que dans le passé, personne n'avait la capacité de le tuer. Et même après des siècles d'entraînement, la chance de victoire restait mince. Il affirma que s'il devait l'affronter directement, la conséquence serait l'extinction de la civilisation humaine. Et s'il gagnait, le reste de leur vie ne serait passé qu'à restaurer le monde. En entendant cela, Iris ne put s'empêcher de se lamenter qu'il n'y avait aucune arme assez puissante pour détruire celle de Zelidia. Cela donna à Mahdi une idée pour inverser le destin. Il prit l'épée que Luri avait apportée, la mit dans la machine pour tracer les vestiges de sa vie antérieure, dans le but de trouver des trésors magiques qu'il avait autrefois fabriqués. Sa destination était une épée spéciale, et par analyse, la machine indiqua qu'elle se trouvait actuellement dans la capitale du royaume. Dans une autre vision, le sceau liant Zolidia s'effondra immédiatement et il fut complètement libéré. Le groupe de Mahdi monta Iris sous forme de dragon pour retourner à la capitale. En chemin, il donna aux filles des pierres magiques pour aider à tracer l'épée. Elles sentirent un flux magique terrifiant éclater et en déduisirent que Zolidias s'était échappé. Il considéra le groupe comme le seul obstacle à éliminer. Il devait trouver d'urgence l'épée avant qu'il ne les rattrape. Mahdi prépara la bataille finale, instruisant les filles d'entrer dans la chambre au trésor du palais royal pour trouver l'épée. Pendant qu'il distrairait Zolidias pour gagner du temps, le système de défense entourant la capitale protégerait les habitants des démons et des bêtes, mais il était complètement inutile contre Zolidias. Alma et Luri partirent immédiatement. Avant de partir, elles rassurèrent qu'elles faisaient confiance à Mahdi et que tout irait bien. Mahdi améliora son épée et révéla à Iris que son plan était d'utiliser le scellement espace-temps pour empêcher Zolidias de se téléporter, ce qui était aussi le type de magie autrefois utilisé par les démons lorsqu'ils prévoyaient d'attaquer la capitale. Cependant, ce plan ne pourrait le retenir que pendant un court instant, permettant aux filles de terminer leur mission. Alma et Luri avaient discuté d'utiliser la force pour entrer dans le palais car le temps ne leur permettait pas d'expliquer davantage.
Juste à ce moment-là, une gigantesque porte spatiale s'ouvrit dans le ciel. Mati lança immédiatement une attaque de plafond mais échoua en raison de la puissance supérieure de Zoldyas. Finalement, il dut demander à Iris d'utiliser le souffle du dragon pour contrer. Mais ce coup n'eut pas non plus d'effet. Zoldyas se moqua de leur impuissance puis en un clin d'œil apparut devant Mati. Il dit qu'il avait attendu le moment de le rencontrer. Et Mati lui-même admit que l'adversaire rayonnait d'une aura destructrice et possédait une expérience et des compétences de combat supérieures. Après la salutation, Zoldyas affirma qu'il n'était pas venu négocier mais dévaster. Il tira son épée et attaqua immédiatement Iris. Mati établit à la hâte des barrières multicouches pour la protéger, permettant à Iris de s'échapper de justesse. Zoldyas déplaça son attaque sur Mati, le forçant à admettre que c'était l'ennemi le plus fort qu'il ait jamais affronté dans ses deux vies. Luri et Alma avaient atteint la salle au trésor du palais mais furent arrêtés par des soldats. On leur dit qu'elles avaient besoin de la permission du roi. Elles expliquèrent la situation mais les soldats n'acceptèrent pas, les forçant à utiliser la force. Avant que le conflit n'éclate, le roi apparut. Luri présenta l'affaire. Le roi savait déjà qu'une bataille avait éclaté en dehors de la ville. Il leur permit immédiatement d'entrer et de chercher la précieuse épée. Madi lutta pour résister à chaque attaque et malgré l'utilisation de toutes ses forces, il fut continuellement blessé. En atterrissant sur le dos d'Iris, il réalisa que pour gagner, il devrait peut-être sacrifier sa propre vie. Mati se rappela que dans le processus de recherche du cerveau derrière les activités du démon dans l'univers, il avait autrefois utilisé un artefact créé par lui-même dans sa vie antérieure. Grâce à cela, il avait tracé la localisation d'un démon de haut niveau, mais parce que sa force actuelle n'était pas suffisante pour une confrontation directe, il fut forcé d'élaborer un plan pour raviver l'espoir pour le monde. Cependant, ce démon dépassa les attentes. Bien plus fort que tout ce qu'il avait jamais imaginé. Dans la chambre au trésor du palais royal, Alma et Luri utilisèrent des pierres magiques pour chercher une épée gardée dans une boîte noire. Elles sentirent rapidement l'énergie magique féroce émanant de l'intérieur. En tirant l'épée, elles se dirigèrent toutes deux à la hâte directement vers le champ de bataille. À ce moment-là, le démon admit qu'il avait pleinement compris leur plan et révéla que la capitale avait longtemps été infiltrée par ses sbires. Mati s'était seulement concentré sur le maintien de la barrière protectrice pour qu'elle ne soit pas brisée, sans jamais penser que des démons avaient existé à l'intérieur de la forteresse avant même sa construction. Ces paroles furent prouvées immédiatement lorsque deux autres démons furent rappelés d'entre les morts. Ce démon apparut et attaqua Luri et Alma, mais sa puissance n'était pas suffisante pour créer un défi significatif. Il fut rapidement éliminé par elle pour faire place à l'étape suivante. Cependant, un autre démon bloqua soudainement leur chemin, exigeant qu'elles remettent l'épée, sinon il tuerait deux étudiants de l'académie qu'ils tenaient en otage. Pendant ce temps, Mati découvrit le véritable complot de Zoldyas. Il s'avéra qu'il ressuscitait des démons qui avaient été scellés dans la capitale tout en essayant de détruire la barrière pour ouvrir la voie à ceux de l'extérieur pour qu'ils affluent. Bien que Mati essaya de rediriger pour empêcher l'attaque, Zoldyas concentra étonnamment toute sa magie directement sur Iris. N'ayant pas d'autre choix, Mati dut se précipiter pour la protéger. Et à ce moment-là, Zoldyas lança un coup direct que Mati ne put esquiver. Zoldyas se moqua de ce qu'il appelait un effort désespéré, tout en forçant Mati à abandonner le sauvetage des gens et à se concentrer uniquement sur la bataille avec lui. Pendant un instant, Mati envisagea la possibilité du sacrifice. Il comprit que sa magie était épuisée, que s'il abandonnait le combat, il aurait encore une chance d'utiliser le dernier souffle d'énergie pour initier le sort de renaissance, se préparant à une autre confrontation future lorsque l'équilibre des pouvoirs aurait changé. Mais cela signifiait abandonner ses coéquipiers et toutes les personnes avec lesquelles il avait voyagé. Cette pensée le rendit inacceptable pour lui. Alors Mati serra fermement son épée et continua de combattre Zoldyas. Au même moment, Alma et Luri se trouvèrent dans une position difficile face aux démons maléfiques pour sauver les deux étudiants capturés. Elles faillirent accepter de céder l'épée en échange de vie. Mais avant que cela n'arrive, le directeur ainsi qu'un groupe d'autres étudiants apparurent juste à temps. Avec cette aide, Alma et Luri changèrent la situation, contre-attaquèrent férocement et sauvèrent les otages, puis vainquirent le démon maléfique. Au moment décisif, Mati fut forcé de sacrifier sa force vitale pour restaurer la magie et améliorer ses compétences de combat. Il plaça sa confiance en ses coéquipiers pour obtenir l'épée, la traitant comme un appât dans le plan. Iris se transforma en dragon, chargeant droit sur Zoldyas puis changeant soudainement de nouveau en forme humaine pour esquiver, mais le plan échoua, la faisant tomber lourdement sur le terrain de l'académie. À ce moment critique, Alma lança l'épée à Mati. Au moment où il la toucha, Zoldyas le poignarda par derrière. Tout devint silencieux. Luri éclata en sanglots en l'appelant par son nom alors que le corps de Madi tombait sans vie. Soudain, l'épée commença à briller, révélant son pouvoir caché. Il s'avéra qu'elle échangeait la vie pour ressusciter son maître. En accordant à Mati une énorme source de magie, Mati s'éveilla, son corps rempli de puissance.
Mais cette énergie était si dangereuse que s'il perdait le contrôle, il pourrait détruire le monde entier. Zoldyas fut terrifié et crut qu'un corps humain ne pouvait pas supporter une telle puissance. Mati répondit que cela n'avait pas d'importance, car il pouvait ressusciter infiniment. Cette épée l'avait rendu immortel. Zoldyas fut douteux, questionnant sa véritable identité, car un humain ne pouvait pas posséder une puissance dépassant le monde. Mati répondit qu'il était celui qui portait la marque la plus faible, mais qu'il était le guerrier le plus fort. Avec cette déclaration, il porta le coup de grâce. Avant de disparaître, Zoldyas admit qu'il n'était pas le seul démon du chaos en existence, et que le prochain serait bien plus impitoyable pour détruire ce monde. Après la victoire, Luri courut et étreignit Madi avec une joie débordante, le faisant rougir. Bien qu'il n'admette pas que son cœur battant la chamade était à cause d'elle, le directeur et les étudiants étaient également présents, témoins de la scène où l'épée de Madi libérait une puissance telle qu'elle détruisait une montagne voisine. Progressivement, il se rétablit, bien que lentement. Lorsqu'ils se rendirent au palais royal avec leurs coéquipiers, ils reçurent la gratitude du roi et des récompenses dignes. Il permit également à Madi de garder l'épée qu'il avait lui-même créée dans sa vie antérieure. Alma ne choisit que de la nourriture dans la chambre au trésor, tandis qu'Iris trouva accidentellement une flèche faite des restes d'une arme que Madi avait jadis créée. On savait que son arc avait été vendu à une organisation puis fondu. Mati décida de racheter tous les fragments pour utiliser ce minerai rare. Finalement, le directeur et le capitaine annoncèrent un événement étrange. À la frontière entre le royaume et le pays voisin, des marionnettes en bois apparurent soudainement. Fonctionnant grâce à l'énergie vitale humaine, preuve de sacrifices brutaux causés par des démons, le capitaine suggéra que le groupe de Madi s'y rende pour enquêter et gérer la menace. La nuit, avant de partir, Madi donna à Luri un collier spécial. Il semblait que l'amour entre eux s'épanouissait progressivement. Le lendemain matin, le groupe partit, le directeur et le capitaine les raccompagnant. En chemin, Mati médita sur les derniers mots de Zoldyas, selon lesquels des forces maléfiques plus puissantes se cachaient. Néanmoins, il n'était pas intimidé mais restait excité, attendant de nouvelles aventures avec ses coéquipiers.